Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau dimanche en politique. Nous sommes dans la semaine d'après. C'est entre-deux un peu particulier entre le second tour de l'élection présidentielle, la nomination d'un nouveau gouvernement et les élections législatives. 3 temporalités auxquelles nous allons nous intéresser dans l'émission. En deuxième partie, nous reviendrons sur l'analyse des résultats et les discussions, négociations, tensions qui existent en vue des législatives dans un peu plus de 40 jours. Mais d'abord, nos équipes de la rédaction se sont mobilisées pour vous faire revivre cette élection présidentielle en Pays de la Loire. Nous vous proposons aujourd'hui un long format, un magazine sur la campagne telle que nous l'avons vécue dans la région et sur les 2 tours de scrutin qui ont vu Emmanuel Macron s'imposer en France et en Pays de la Loire. Un magazine réalisé grâce au travail de toutes nos équipes sur le terrain et signé Maxime Jaglin et Nathalie Saliou-Tendron. Le vote des 18. L'attention est maximale des deux côtés. Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de la République. 5 ans de plus pour les uns. Encore 5 ans pour les autres. Chacun son camp, chacun sa France. Épilogue d'une drôle de réélection où les vaincus sont satisfaits, les vainqueurs fébriles et la modestie de rigueur. Je ne sais pas si on peut parler de victoire. Pour nous, c'est une victoire parce que nous, on est pour Macron, donc on est très contents. Après, dans l'absolu, je pense que c'est pas une victoire pour la France de dire que l'extrême droite, c'est quand même une expression qui est forte. Comment se fait-il qu'on en soit arrivé là, des gens qui vont s'exprimer, vont voter pour l'extrême droite, en se disant c'est le seul moyen qu'on a pour montrer notre colère, pour dire que on est mal dans notre peau, on n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive plus à leur parler à ces gens? Emmanuel Macron repart donc pour un tour. Dénouement laborieux d'une élection sans entrain. Mais comment retrouver de l'élan quand on vote parfois à reculons? Pourtant, les ingrédients étaient réunis il y a plusieurs mois déjà pour que la campagne décolle en Pays de la Loire. Avec d'abord des figures régionales en première ligne, il y avait là une directrice de campagne socialiste et une porte-parole Les Républicains, Johanna Rolland, Christelle Morancet, 2 visages bien effacés à l'image de leur candidate. Quand elle fuit la lumière, d'autres la cherchent, comme Philippe de Villiers, tout sourire, aux côtés d'Éric Zemmour. Cet homme-là, voilà pourquoi je l'aime, voilà pourquoi je l'admire, voilà pourquoi ils sont des milliers, des millions à le suivre. 2 hommes, main dans la main, pour attiser la polémique autour d'une statue au Sables d'Olonne. La loi de 1905, c'est la séparation des églises et de l'État. Ou en meeting, à Nantes, sous haute tension. C'est la Terre, voyez, bleue, la planète bleue. La campagne se joue aussi dans notre région, avec cette grande messe technologique, signée Jean-Luc Mélenchon. Que nous autres, êtres humains, nous sommes lancés à la conquête de l'immensité de l'espace. Meeting d'un nouveau genre et premier pas de la longue marche des Insoumis. C'est un vrai dimanche populaire et le fait de faire un meeting immersif, pour moi, c'est fait pour ça, c'est pour qu'on fasse venir les gens vers la politique en apportant des nouvelles formes comme les meetings olfactifs et immersifs. C'est aussi à Nantes que le candidat communiste lance ses apéroussels, la politique, version conviviale. On ne fait pas de la politique avec de la bile ni avec nos tripes, on fait de la politique avec notre cœur et avec notre tête. On a un candidat qui parle vrai, quelqu'un qui touche les gens. C'est accueillant, chaleureux et puis on s'y sent bien. Et on a envie d'aller prendre un bon apéroussel après le meeting. Que l'écologie, c'est un imaginaire positif. C'est enfin dans la Cité des Ducs, encore, que Yannick Jadot tient son dernier meeting, aux allures de Chant du Cygne. Des moments forts, mais rien n'y fait. La campagne en Pays de la Loire, comme ailleurs, ne prend pas. 12 candidats, 12 projets. À l'heure du choix, pas d'état de grâce dans l'opinion. Génération désenchantée. J'ai regardé les programmes et celui auquel je m'identifiais le plus. Même si c'était pas 100% parfait, on a pris celui qui se rapprochait le plus. Si je viens pas voter, je ne pourrais pas dire que je suis contre les mesures qui ont été mises en place parce que j'aurais pas eu mon mot à dire par rapport à ça. Alors pour motiver les troupes, en ce dimanche de premier tour,
Je prends une petite bière, s'il vous plaît. Vous avez vos cartes? Oui, j'ai ma carte. Même l'apéro est offert. Merci. Merci. Peut-être que ça incite un peu plus les gens à aller voter aussi. Plus on est à la campagne. Après, moi, je sais pas, j'aurais quand même été voter, mais peut-être qu'il y en a que ça motive. Et pourquoi pas, après tout? Malgré des années de crise, au comptoir, la politique se vit toujours. Dans le bureau de vote, en revanche, beaucoup moins. J'ai entendu dire qu'il y avait pas mal d'abstentions, donc que ça pouvait être intéressant de venir, même si je ne suis pas certain que le résultat du vote ait une quelconque influence sur ce qui se passera ensuite. À bien tendre l'oreille, la frustration est souvent là. Elle peut devenir colère parfois, comme ici, dans le Saumurois. On se sent pas en sécurité chez nous, quoi. Il va falloir qu'il y ait certaines choses qui changent. C'est pas possible qu'on continue comme ça, quoi. Je crois que les gens en ont marre. Ouais, de tout. Voilà. Ils ont marre de quoi, en fait? Je sais pas. Électeurs mécontents cherchent donc alternative. À voter. À droite, ce ne sera pas chez les Républicains. Valérie Pécresse, c'est la chronique d'un naufrage annoncé, même à La Baule, terre de villégiature de la candidate. Éliminée d'entrée de jeu, 5e, sous la barre des 5%. Dépité, déçu, parce que c'est quelqu'un de bien et qui était capable de gérer le pays. Pas bonne oratrice, je suis d'accord, mais extraordinaire. Pas vraiment l'avis des ténors du parti. Dès la fin du premier tour, il prépare déjà le coup d'après. L'organisation politique d'aujourd'hui est révolue. Il faut des majorités, de coalitions pour permettre d'avancer sur des projets et peut-être plus ce rapport manichéen qui a été, je dirais, qui a marqué notre histoire politique pendant des décennies, de droite et de gauche. À gauche, il y en a un qui y a cru. Plus que les autres et jusqu'au bout. Mais l'histoire est têtue, elle aime se répéter. Cette fois, c'est 30 000 voix qu'il manque en Pays de la Loire à Jean-Luc Mélenchon pour devancer Marine Le Pen. Un rien, une larme. Oui, je suis très triste. Le côté positif, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie force de gauche derrière quand même. Donc ça, c'est réconfortant. Maintenant, oui, c'est très frustrant de voir qu'on passe tout près d'une possibilité au deuxième tour d'avoir le choix en fait dans les idées et pas ce combat entre la droite et l'extrême droite qu'on a eu déjà il y a 5 ans. Mélenchon 3e sera bien l'arbitre de ce combat à venir. À gauche, derrière lui, c'est le chaos. Les Verts sauvent les apparences à Nantes, proche des 10%, mais ailleurs, l'écologie est au tapis. Oh putain, la honte. La honte d'un appel aux dons dans un soir de défaite. Les militants ont du mal à digérer. On s'était préparé à l'éventualité d'un score comme celui-ci. Évidemment qu'on espérait atteindre au moins la barre des 5%, surtout pour les questions financières. Mais on est conscient qu'il va falloir rebondir et on croit en nous. Goût amer et fin de partie aussi pour les socialistes. Permanence fermée, les scènes de liesse à Nantes sont un lointain souvenir. 2% dans une région souvent rose, la gifle est historique. Au PS, la fête est finie, les règlements de compte commencent. Quand on fait le score que nous venons de faire à l'élection présidentielle, ça invite évidemment à la plus grande humilité. C'est une évidence. Il n'en demeure pas moins que localement, nous continuons à diriger la ville, la métropole, le département et que surtout, nous le faisons déjà collectivement. À Nantes comme en Loire-Atlantique, nous agissons ensemble, socialistes, écologistes, communistes. C'est à ce rassemblement réel et concret que j'appelle aujourd'hui. Non, là, je crois qu'il faut surtout éviter de reparler d'alliance avant de repenser les questions politiques et les questions de fond. Parce qu'on a perdu 3 ans ou 4 ans à faire des alliances et ça n'a débouché sur rien, si ce n'est un échec collectif. Jamais d'accord, même dos au mur. Pourtant, la gauche et l'écologie animent l'entre-deux tours, objet de toutes les convoitises, à commencer par les marcheurs. Mais même la ministre a du mal à convaincre. J'habite Angers, donc je suis venue en train, je ne suis pas venue en voiture. Donc, Madame Emmanuel Macron, le candidat de l'écologie, vous y croyez? Du tout. Vous voulez que je sois honnête? Eh ben, d'accord. Et donc, vous avez un choix entre deux là. Donc c'est pas compliqué. Non mais ça nous plaise ou pas, on a un choix entre deux. Le choix de ne pas vraiment avoir le choix. Non merci. Mais à Nantes, les ministres ne sont plus vraiment en terrain conquis. La France insoumise a terminé en tête ici.
Un électorat précieux à caresser dans le sens du poil. Et moi, je suis extrêmement attachée au service public. Effectivement, il faut entendre le message de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et dont je ne doute pas qu'ils sauront faire la différence entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. En meeting, le jeu d'équilibriste continue. Il faut donner des gages. Et je vais vous faire une confidence. Je viens du Parti socialiste. J'ai des valeurs de gauche. Je pense qu'il existe une différence entre la droite et la gauche. Alors, face à l'urgence, renouer avec le peuple de gauche. Mission impossible ? Ah non, c'est pas du tout mission impossible. Il y a déjà des socialistes au gouvernement, donc il n'y a pas de problème. On y croit vraiment. Les électeurs de gauche vous suivront ? J'espère, oui. Moi, je suis électrice de gauche aussi et je suis pour M. Macron. Jouer sur la fibre sociale et écolo. Même au Rassemblement national, on applique la recette à la lettre. Nous avons sur cette question du nucléaire, sur la question des éoliennes, sur la question du mix énergétique en général, c'est-à-dire quel type d'énergie nous voulons, un propos plus cohérent. Un changement de discours même, devant un public toujours aussi peu nombreux. Mais dans les sondages, l'écart se réduit entre les deux candidats. Alors on met toutes ses forces dans la bataille. Même les soutiens d'Édouard Philippe mouillent la chemise, comme Christophe Béchu, maire d'Angers, qui reprend l'argument massu. Dans un contexte où c'est les vacances, où on entend des gens qui se disent après tout on va pas choisir entre les deux parce que c'est la peste ou le choléra, ou on va partir en week-end et puis on laissera les autres décider pour nous. C'est pas possible, pas avec les conséquences qu'il y aura à partir de lundi pour le pays. Dans ce sprint final, la peur s'installe. Ou l'espoir, c'est selon. Car un vent de changement souffle notamment dans les campagnes, comme ici en Sarthe. Alexis a lancé son exploitation bovine il y a 1 an. En difficulté financière, il ne croit plus aux promesses du gouvernement. Désormais, il vote Marine Le Pen. C'est un parti qu'on n'a pas essayé complètement. Enfin, voilà, on les a tous passés. Et c'est aussi un parti qui est quand même, malgré tout, qui est tourné vers ses territoires, qui est tourné vers ses habitants. Enfin, on repense à nous gens de la campagne, quoi. Ce jour-là, il accueille dans sa ferme des représentants du Rassemblement national. Le public est comme lui, en attente de renouveau. Je ne suis pas pour Marine Le Pen, mais s'il faut changer un peu pour changer tout l'ensemble de ce que l'on voit aux alentours, pourquoi pas ? Il faut essayer. Si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Et je pense qu'il faut changer. Maintenant, si les gens ne veulent plus de Macron, il faut voter Le Pen. Et c'est ici, en zone rurale, qu'une élection peut se jouer. Au premier tour, le parti de Marine Le Pen a raflé 60% des communes sartoises. Son score s'envole dans cette France périphérique. On pense les grandes villes, mais la campagne, on a trop perdu de choses en 30 ans, c'est surtout ça. Nos hypermarchés ont fait beaucoup de mal, aujourd'hui il faut le reconnaître. Qui viennent se rendre compte sur le terrain les difficultés qu'on a, surtout pour ceux qui vivent les transports. Pour retrouver un médecin, c'est galère. Pour trouver un spécialiste, maintenant, il faut faire 40 km. La ruralité se sent abandonnée. Comme à Loué, 2000 habitants, à l'ouest du Mans. Marine Le Pen est arrivée largement en tête ici au premier tour. Un crève-cœur pour le maire de la commune, qui envisage même de démissionner. J'ai clairement pas envie de démissionner, j'aime mon poste, j'aime ma ville, je me bats et je me battrai avec mon équipe jusqu'au bout autant que possible. Sauf que quand à un moment vous n'êtes plus le bon au bon poste, il faut savoir s'en aller. Et c'est ça aussi la démocratie. France des campagnes, France des villes. Deux mondes qui s'observent mais ne se parlent plus vraiment. À l'image d'un débat d'entre-deux tours, dialogue de sourds. Dans ce bar de Vendée, 2 salles, 2 ambiances. Jean-Max préfère le foot. Non, ils doivent pas être drôles ces deux-là ce soir. Au moins, quand il y avait des types qui avaient de l'humour, on pouvait s'amuser un peu jusque-là. Ça doit être une tristesse épouvantable, non ? J'ai l'impression que c'est plus un échange de qui est le plus mauvais et qui est le meilleur. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal à m'associer à tout ça. J'ai beaucoup de mal parce que peut-être que je suis trop jeune et que j'ai l'impression que je vis pas du tout dans le même monde qu'eux. Alors, trop déconnectés, ces candidats ? Chez les camping-caristes, chacun sa vision du débat. À gauche, la famille Pinsard, des ouvriers de la Sarthe, le péniste convaincu. À droite, la famille Fortin, fils et petit-fils d'artisans, macronistes convertis. Ça fait des années qu'en réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a que les crises qui arrivent à vous faire bouger. Ça c'est vrai. Moi je suis plus pour Le Pen là, pour le moment.
Il a du mal à répondre, Macron. Il est toujours en train de regarder sa feuille, il la regarde pas en face par moment, donc il n'est pas franc. Vous pensez qu'elle peut s'imposer dimanche? Elle pourrait, j'espère. Nous, on rentre dimanche pour voter. Ça va être très dur. Très dur, mais je pense, vu le débat de ce soir, qu'elle peut... elle est beaucoup mieux que la 5 ans. Évidemment, chez les Fortins, on n'est pas vraiment de cet avis. Emmanuel Macron se débrouille très très bien. Marine est un petit peu plus juste. Même des choses qui peuvent être un peu risquées du côté de la petite dame. Ça va vous aider à faire votre choix pour dimanche? Non, parce qu'il était déjà fait. Chacun campe sur ses positions, dans une France fatiguée, fracturée, à l'heure de choisir son avenir. Le Pen. Macron. En Pays de la Loire, le match n'aura pas lieu. Emmanuel Macron est largement reconduit, avec près de 65% des voix. Mais le Rassemblement national progresse. Je sais ce que je vous dois. Sa victoire sonne donc comme un avertissement. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Avant de retourner aux urnes en juin prochain. Vive la République et vive la France! Mais dans les rues de Nantes, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Le troisième tour a déjà commencé. On savait que le résultat serait décevant quoi qu'il arrive, soit très très décevant et effrayant, soit juste très décevant. Donc voilà, là c'est juste histoire de dire c'est reparti pour 5 ans de mobilisation, pour 5 ans de lutte. C'est un peu se redonner espoir pour la suite. Pas de grand soir pour l'opposition, pas de révolution. Reste donc une question. Comment rallumer la flamme entre les Français et la politique ? Voilà pour ce long format signé par nos équipes de la rédaction et Maxime Jaglin ainsi que Nathalie Saliou-Tendron. Un magazine qui nous a permis de revivre les différents temps forts de cette élection sur laquelle nous allons revenir avec l'invité de Dimanche en politique. Bonjour Arnaud Leclerc. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Nantes. On va d'abord revenir rapidement sur les résultats de dimanche dernier dans notre région. On va se remettre un petit peu tout ça en mémoire. Emmanuel Macron, on l'a entendu, est arrivé en tête de façon très nette, bien plus qu'au niveau national, 64,9%. Marine Le Pen, 35,1%. Arnaud, rapidement, nous sommes la 3e région à lui avoir attribué le meilleur score en France après la Bretagne et l'Île-de-France. C'est le même trio qu'en 2017 d'ailleurs. Exactement. Mais il y a quand même un changement important sur le terrain électoral parce qu'en 2017, c'était plutôt un électorat de gauche qui était venu. Là, en 2022, c'est quand même beaucoup un électorat des Républicains qui a été absorbé par Emmanuel Macron. Puis ensuite, c'est la peur de Marine Le Pen au deuxième tour qui a fait la différence. Qui a continué à jouer. Des habitants des Pays de la Loire qui font aussi partie des plus civiques de France. Le taux d'abstention dans notre région dimanche dernier était de 23,6%. Je rappelle qu'au niveau national, c'était 28. C'est l'un des plus bas taux de France après la Bretagne. Et puis, il y a un département chez nous qui est quasiment champion de France, c'est la Vendée. Meilleure participation en France après les Côtes-d'Armor. Et puis, on va s'intéresser aux différences importantes, Arnaud, d'un département à l'autre. On le voit d'ailleurs sur cette carte qui est très claire. En bleu, les votes Marine Le Pen. En violet, les votes Emmanuel Macron dimanche dernier. Les différences, elles existaient déjà, notamment dans la Sarthe. C'est le département qui, en 2017, avait le moins voté pour Emmanuel Macron. Ça s'est encore constaté cette fois-ci. Les différences existaient déjà. Elles se sont en fait accentuées. Oui, et on voit très bien que les endroits où Marine Le Pen progresse, ce sont des endroits alors qui sont certes périphériques en campagne, mais c'est surtout l'horizon économique et social y est sombre. Et on voit par exemple sur le sud Vendée, on le voit apparaître dans le nord Mayenne également. Et là, le Rassemblement national progresse assez nettement. À l'inverse, le vote Emmanuel Macron, même si ça donne l'impression ici qu'il est réparti partout, mais en réalité, il y a vraiment des scores incroyables dans les grandes agglomérations de la région. Partout, dans toutes les agglomérations, il a fait des scores incroyables. Voilà donc pour la photographie de cette élection présidentielle qui est regardée bien sûr de très près par les partis, les militants et les candidats potentiels aux législatives. Car avant même le 24 avril, on parlait déjà de 3e tour. Il faut dire que les discussions en coulisses sont tendues à gauche, à droite et autour de la République en marche et de la majorité présidentielle qui, rappelons-le, détient 24 circonscriptions sur 30 dans notre région. Tous parlent d'union nécessaire pour 2 raisons. D'abord par rapport à ces résultats du premier tour qui ont laminé les partis historiques. Et puis aussi parce qu'il y a une règle importante qu'on va rappeler, Arnaud, pour les législatives. C'est que pour accéder au second tour, ça n'est pas si facile.
il faut 12,5%. Et donc des électeurs inscrits. N'oublions pas, il y aura au moins 50% d'abstention, c'est pratiquement la règle maintenant. Ça veut dire que moins il y a de votants, plus la barre des 12,5% est difficile à atteindre. À 50% d'abstention, ça veut dire qu'il faut 25% de voix pour pouvoir se maintenir. Et c'est énorme. Et donc c'est colossal. En réalité, s'il n'y a pas d'union à gauche ou d'union à droite, voire pour la droite radicale, la probabilité de rentrer sous le seuil est très importante et donc de ne pas accéder au deuxième tour. D'où ces grandes manœuvres pour s'unifier, se rapprocher à droite et à gauche. On va commencer par la droite. Les fractures, elles étaient pressenties avant cette élection présidentielle. Elles sont désormais béantes, avec des lignes divergentes au sein du parti Les Républicains, incarnées par plusieurs personnes dans notre région. D'un côté, Bruno Retailleau. Pour lui, je cite, « La droite n'est pas soluble dans le macronisme ». Et de l'autre, Christelle Morancet et Franck Louvrier, le maire de La Baule, qui déclare carrément « On ne va pas rester sur le banc de touche pendant 5 ans ». Qui va l'emporter ? Quelle ligne va l'emporter chez les Républicains ? C'est très difficile à dire, mais a priori, c'est plutôt la ligne Christine Morancet et Franck Louvrier. C'est-à-dire qu'il y a un appel d'air vers le pouvoir et nécessairement une nécessité pour Emmanuel Macron d'élargir sa base pour construire une majorité. Donc, je dirais que c'est plutôt dans ce sens-là. La position de Bruno Retailleau paraît fragile. Vouloir maintenir coûte que coûte un parti qui vient de prendre une défaite historique et qui a besoin de se réinventer entièrement, alors même qu'il existe une ligne Ciotti allant vers la droite radicale. La probabilité, l'avenir des Républicains est quand même très, très incertain. Alors, parmi les encartés LR, il y a probablement une grande partie, ou une partie en tout cas, qui a une tentation de passer par le sas, entre guillemets, du parti Horizon. C'est le parti d'Édouard Philippe. Les négociations sont difficiles actuellement avec la majorité présidentielle. Emmanuel Macron qui aurait même déclaré en off « aucune circonscription pour Horizon ». C'est pourtant absolument vital pour Édouard Philippe d'avoir des circonscriptions pour assurer la survie de son très jeune parti politique et son propre avenir politique. Oui, et ça pose une question sur la manière dont Emmanuel Macron comprend lui-même sa propre victoire. Soit il est satisfait de lui-même parce que son score est important et il veut s'appuyer sur personne. C'est quand même très très dangereux, mais c'est possible qu'il fasse ce calcul. S'il a besoin d'alliés, son premier allié, c'est évidemment le parti Horizon d'Édouard Philippe. Mais là, il faut lui laisser de la place. Et là, c'est manifestement l'enjeu et c'est compliqué pour lui, manifestement. Et est-ce que des élus républicains n'ont plus besoin désormais de ce sas d'Horizon et pourraient directement aller vers Emmanuel Macron? C'est le même problème en plus grand, c'est-à-dire s'il faut élargir, il faut élargir aussi vers la partie des Républicains Macron compatible, mais il faut donner des signes, et là pour l'instant le président actuel il n'est pas prêt manifestement. Et pourtant, il y a des relais importants dans notre région. Luc Boire, le maire de La Roche-sur-Yon, et puis également Christophe Béchu, qui est le numéro 2 d'Horizon, le maire d'Angers. On en parlera dans quelques instants. On passe à l'autre côté de l'échiquier politique, à gauche. Ça semble avancer un peu plus, parce que les discussions sont très intenses entre les partis de gauche. Mais sauf que d'une heure à l'autre, ça change beaucoup. Vendredi matin, les discussions semblaient bien engagées au dire même de la direction du Parti socialiste. Mais patatras, début d'après-midi, cette même direction annonce la suspension des négociations. Parmi les 6 socialistes autour de la table ou en visio pour négocier ces éventuels rapprochements, il y a le conseiller régional socialiste Christophe Clergeau. Nous l'avons rencontré, écoutez-le. Il est optimiste mais réaliste. Je suis confiant, mais je sais que ça peut réussir et aussi que ça peut échouer. Nous, en tout cas, nous faisons le maximum pour rendre possible le rassemblement de la gauche. Ceux qui chantent le chant du cygne sont ceux qui sont les plus anciens, qui ont gouverné et qui nous empêchent de nous transformer et qui nous empêchent d'aller de l'avant. Voilà. Nous sommes l'avenir, collectivement, du mouvement socialiste. Eux, ils sont le passé. Bon, là, c'est clair, c'est net. Dans le viseur de Christophe Clergeau, François Hollande et Stéphane Le Foll opposaient farouchement à un rapprochement avec la France insoumise. On écoute sur ce sujet le maire du Mans. C'était mardi matin sur Public Sénat et on en parle juste après. Je vous pose la question, est-ce que Jean-Luc Mélenchon renoncera à son programme? Je ne crois pas. Et est-ce que, socialiste en responsabilité, je serai capable de gouverner en faisant ce que je viens de vous dire? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait semblant pour gagner quelques députés? La stratégie de l'effacement, c'est une stratégie qui aboutit à l'effacement électoral. Et que là, se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est l'effacement final, politique. Alors, on vient d'entendre les 2 lignes qui sont actuellement au sein du Parti socialiste avec ses représentants dans notre région. Est-ce qu'il a raison, Stéphane Le Foll, de dire qu'en gros, c'est un baiser de la mort pour le PS de se ranger derrière Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce que c'est la vieille garde socialiste qui n'a rien compris, comme l'exprime Christophe Clergeau?
Je crois que c'est une question de temporalité. C'est-à-dire qu'il y a une urgence pour le Parti socialiste et il lui faut avoir des élus aux législatives, ne serait-ce qu'aussi pour exister dans l'espace public et à l'Assemblée, pour avoir des financements également. Et ça, parce que le financement des partis passe par les législatives. Exactement. Le nombre de voix obtenues aux législatives conduit au financement chaque année des partis politiques. Et donc, c'est une nécessité. Et ça suppose un accord. S'il n'y a pas d'accord, ils seront laminés à peu près partout. En revanche, la question de construire une plateforme commune de l'ensemble de la gauche, ça suppose un vrai travail de fond sur plusieurs années. Et là, les objections qui sont soulevées par Stéphane Le Foll existent. Pour autant, il faut quand même s'étonner du fait que ce sont des personnages comme notre ancien président qui, d'une certaine manière, a tué le Parti socialiste, qui aujourd'hui veut coûte que coûte le maintenir. Il y a quand même quelque chose de paradoxal. Stéphane Le Foll qui propose d'ailleurs un rassemblement pour parler de l'avenir du PS le 16 juillet au Mans. Chez les Verts, il y a un accord qui semble aussi en vue, mais il y a quelques sceptiques et le premier, c'est Yannick Jadot. Donc pour l'instant, rien de concret de ce côté-là. Donc on l'a bien compris dans les personnes dont on a parlé à l'instant, Stéphane Le Foll ou Yannick Jadot, ils ne seront pas dans le gouvernement. En revanche, je vais vous proposer un petit jeu pour terminer cette émission, Arnaud, autour de nos élus régionaux, ministrables ou pas ministrables. On va commencer avec Sarah El Haïry, elle est secrétaire d'État à la jeunesse actuellement. Est-ce qu'elle sera reministrable selon vous ? Elle est ministrable, ça c'est clair. D'abord parce qu'elle fait déjà partie de la majorité, elle a déjà été en poste, elle a montré des capacités certaines et donc elle entre dans le champ des ministrables. Avec peut-être une promotion ? C'est incertain parce que la composition d'un gouvernement, ça obéit à beaucoup de paramètres et donc on n'est jamais sûr d'avoir une promotion. Roselyne Bachelot, cette fois, c'est la vraie retraite ou elle est reministrable ? Je dirais que c'est la vraie retraite, à mon avis. Je crois qu'elle le souhaite d'une part, et puis d'autre part, politiquement, ça fait plus beaucoup sens. Guillaume Garot, le député socialiste de Mayenne, proche de Ségolène Royal, ministrable ? À mes yeux, pas ministrable, parce que ça me paraît peu probable qu'Emmanuel Macron se tourne de ce côté-là. Il y a d'autres candidats qui pourraient l'incarner éventuellement. Franck Louvrier, on l'a entendu et vu dans le magazine, maire LR de La Baule, qui s'est dit satisfait de l'élection d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire qu'il est ministrable ? À mes yeux, non, parce que trop marqué par l'ère Sarkozy. Et puis il y a un nom qui est apparu il y a quelques jours, l'Obs l'évoque même carrément pour Matignon, c'est Christelle Morancet, la présidente de notre région, ministrable ? Oui. Assurément, elle obéit à beaucoup de critères, femme, jeune, parfaitement réélue et Macron compatible, donc c'est tout à fait possible. Et puis il y a un dernier élu dont on n'a pas parlé, c'est Christophe Béchu, le maire d'Angers, numéro 2 d'Horizon. Est-ce que cette fois c'est la bonne ministrable ? Je dirais ministrable et même probable. C'est très cohérent avec la stratégie politique qu'il a poursuivie depuis plusieurs années. Même si tout ça est dans la balance avec les négociations dont on a parlé avec Horizon. Bien entendu. Bon. On verra donc tout ça à suivre. Merci beaucoup Arnaud Leclerc d'avoir été à nouveau l'invité de cette émission qui a donc fait suite à ce magazine que nous vous avons proposé en début de Dimanche en politique pour revenir sur cette élection présidentielle. Les prochaines élections, c'est le 12 et le 19 juin. On le rappelle, c'est important. Ce sont donc les élections législatives sur lesquelles nous reviendrons très longuement et notamment Maxime Jaglin la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sur France 3. Tout de suite, le 12-13.